أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إفري الله أما بعد ceci étant dit donc salam alaikum. On se retrouve pour la suite de l'introduction entre guillemets à l'orientalisme et à la critique des orientalistes du docteur Mustafa Sibai. Donc on est toujours dans les buts et les objectifs d'orientalisme et des orientalistes. Et donc là, on va parler des visées religieuses et politiques de l'orientalisme. Alors, donc elle se résume dans ce qui suit. Premier point, semer le doute chez les musulmans concernant leurs prophètes, leur Coran, leurs lois et leur jurisprudence. Et dans cela, il y a deux buts, l'un religieux et l'autre impérialiste. Le deuxième point, semer le doute chez les musulmans concernant la valeur de leur patrimoine civilisationnel, en prétendant que la civilisation islamique est calquée sur la civilisation romaine, et que les Arabes et les musulmans ne sont que des colporteurs de la philosophie de cette civilisation et de ses vestiges. Ils, c'est-à-dire les Arabes, n'avaient aucune création intellectuelle ni originalité civilisationnelle, et on retrouvait dans leur civilisation tous les défauts, et lorsqu'ils parlaient de leurs qualités, chose qu'ils ne faisaient que très rarement, ils les mentionnaient contre leur gré avec un grand dénigrement. Le troisième point, affaiblir la confiance des musulmans vis-à-vis de leur héritage et semer l'esprit du doute dans tout ce qui se trouve entre leurs mains comme valeurs, croyances et grands exemples, pour faciliter à la colonisation une forte pression sur eux et propager la culture civilisationnelle parmi eux afin qu'ils soient ses esclaves. Leur amour pour elles les tirera vers leur amour ou affaiblira l'esprit d'opposition dans leur personne. Donc quatrième et dernier point des objectifs théologiques et politiques, affaiblir l'esprit de fraternité islamique entre les musulmans dans leurs différentes contrées, par l'entremise de la relance des nationalismes qu'ils avaient avant l'islam et l'excitation des discordes et des chauvinismes entre leurs peuples. C'est ainsi qu'ils agissent dans les pays arabes et ils s'appliquent à empêcher leur union et leur parole par tous les moyens qui se trouvent dans leurs esprits pour pouvoir altérer les vérités et chasser les événements personnels dans l'histoire pour fabriquer à partir d'eux une nouvelle histoire qu'ils appellent à ce qu'ils veulent, à savoir empêcher l'union entre les pays arabes et leur accord sur la vérité entre le bien entre, euh, et leur accord sur la vérité et le bien entre leurs masses. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait entendre beaucoup, on n'entend plus trop parler d'orientalisme aujourd'hui, dans ce cadre-là, mais on va plutôt parler d'islamologie. Que ce soit l'islamologie et même certaines sciences historiques liées à des populations particulières, comme, euh, je vais utiliser des termes, vous allez trouver ça bizarre que je les mélange avec l'histoire, mais vous allez comprendre. Que ce soit le berbérisme, le kémitisme, d'une certaine manière le panarabisme, etc., etc., en fait, mettent en avant justement tout ce côté-là. Où euh, les historiens occidentaux, en détachant progressivement le, l'attachement des gens à l'islam et à la civilisation musulmane, beaucoup ont créé en eux une volonté de se rattacher à quelque chose. Parce qu'il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas complètement d'accord. La vision un petit peu fantasmée
et idolâtrée que peuvent avoir certains musulmans sur la question de l'union dans la Oumma, etc., je relativiserai les choses parce que, qu'on le veuille ou non, il y a toujours eu des conflits. Il y a toujours eu des guerres et des divisions. Que ce soit entre les Madhaïb, écoles de croyance, etc., et entre différentes nations et différents royaumes. C'est pas nouveau. Et il est déjà arrivé que bah, certains musulmans s'allient avec des non-musulmans pour s'attaquer à d'autres musulmans. C'est déjà arrivé. Donc, il ne faut pas non plus fantasmer le passé, mais justement, les orientalistes, sachant, ont quand même un peu cette forme d'intelligence-là, de savoir appuyer là où il faut appuyer pour justement faire en sorte de creuser encore plus le fossé entre les différents types de populations musulmanes. J'ai envie de dire, qu'on le veuille ou non, les guéguerres qu'on a aujourd'hui, bon, c'est des guéguerres un peu sur les réseaux sociaux, mais vous allez comprendre, les guéguerres qu'on a aujourd'hui entre les Marocains, les Algériens, les Kémites et les Arabes, les Berbères et les Arabes, ou les personnes arabisées au Maghreb, toutes ces choses-là sont des guéguerres qui, en fait, ont été énormément mises en avant par les orientalistes et leur méthodologie historique. Il faut se dire une chose, ça fait un moment que les orientalistes ont la main sur des livres comme Berbère et Arabe, par exemple, si on prend le nom traduit, mais Berbère et Arabe d'Ibn Khaldoun, qui mettait en avant justement les récits entre les populations berbères et les populations arabes au Maghreb. Et ils aimaient bien mettre en avant des conflits entre des rois berbères et des dirigeants arabes qui se sont opposés sur des incompréhensions culturelles, qui a amené des conflits. Mais ce genre de guéguerre et de conflits n'ont pas duré non plus, n'ont pas non plus duré très longtemps. Des fois, c'était une histoire d'une incompréhension vis-à-vis d'un mariage. Ça amenait des conflits et des tensions de 2 3 jours et après ils sont passés à autre chose. Mais ils vont appuyer sur ces tensions-là en arrangeant à leur sauce l'analyse de ce conflit-là pour mettre en avant que les Arabes considéraient par exemple les Berbères comme des gens inférieurs et pas éduqués, sauvages, etc. Et que c'est ça qui a amené beaucoup de conflits et de tensions. Alors que lorsqu'on regarde réellement ce qui s'était passé, c'était une incompréhension vis-à-vis de certaines coutumes et que le Maghreb étant majoritairement maliki, dans les questions de mariage, le urf est à prendre en compte en fait dans certaines questions de mariage. Mais mais faut se dire les choses aussi, c'est que ils ne se basent pas sur rien. Ils n'ont pas inventé de toutes pièces les conflits et les tensions sur quoi ils s'appuyaient pour appuyer ces besoins-là. Ils ne s'appuyaient pas sur rien. Ils ont certes énormément exagéré, énormément euh, refaçonné un peu l'analyse des sources à leur sauce, mais ils ne se basaient pas sur rien. C'est comme au moment de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui a fait que quelqu'un comme Laurence d'Arabie s'est rapproché du shérif Hussein, rahmatullah alayhi, pour s'opposer aux Ottomans? Il ne se base pas sur rien. Il se base sur des tensions qui existent depuis plusieurs années maintenant et même plusieurs siècles entre Turcs et Arabes. Il connaissait des textes comme il faut que le pouvoir reste entre les mains de Quraysh, même s'il doit rester que 2 personnes sur Terre. Il connaissait ce genre de choses pour justement appuyer tout un argumentaire en faveur de la désunion et de la déstabilisation justement de l'union du monde musulman.
faut, faut, faut se mettre une chose en tête. Ne prenez pas les orientalistes pour des gens qui sont bêtes. Beaucoup d'orientalistes parlaient mieux arabe que certains musulmans d'aujourd'hui, hein. Compreniez mieux l'arabe et les nuances de l'arabe que beaucoup de musulmans d'aujourd'hui. Et ça, faut pas l'oublier. Je reprends l'exemple de Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie était parfaitement arabophone. C'est d'ailleurs ça qui a permis de, de, de- de mettre la confiance entre lui et le shérif Hossein. Il était parfaitement arabophone. Il a habité une grande partie de sa vie en Égypte. C'est quelqu'un qui, comme on pourrait dire, c'est pas quelqu'un qui était dans sa bibliothèque, qui analysait des documents historiques, même en arabe, etc. C'est quelqu'un qui était sur le terrain. Il habitait en Égypte, à l'époque où l'Égypte était sous domination anglaise. Et c'est tout ça qui fait que les orientalistes se sont parfaitement intégrés dans les sociétés. Et certains orientalistes ont même formé, comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans ces cours, ils ont formé aussi une certaine forme d'élite intellectuelle et religieuse dans les écoles orientalistes en Occident. Ce qui fait que les orientalistes ont aussi infiltré par leurs élèves, entre guillemets, les différentes sociétés du monde musulman. Et c'est en ce sens où leur propagande, leur, hum, j'ai- leur propagande, j'ai envie de dire aussi leur méthodologie, en fait, c'est aujourd'hui parfaitement intégré en fait dans les milieux orientaux, dans les milieux académiques du monde musulman et du monde arabe. C'est en ce sens où beaucoup d'historiens, par exemple au Maroc ou dans d'autres contrées du monde arabo-musulman, ont vraiment une méthodologie orientaliste dans leur manière de traiter leur propre histoire en fait. C'est en ce sens où on voit aussi beaucoup de sources et beaucoup de gens avoir une forme un petit peu de nationalisme et de chauvinisme dans le traitement en fait de leur histoire et de leur culture. Et quand je dis de leur culture, c'est dans euh, la production culturelle. La production culturelle de beaucoup de pays musulmans, on retrouve aujourd'hui une forme de chauvinisme et non pas une analyse, on va dire, objective au niveau de l'histoire de l'art, c'est-à-dire de même si l'origine d'une telle pratique culturelle, artistique, etc., est marquée à un pays, mais le fait que cette pratique culturelle s'étend à d'autres démontre que il y a une influence mutuelle entre plusieurs États-nations. Sauf que le problème, c'est que l'orientalisme étant passé par là, et l'orientalisme ayant voulu déstabiliser justement cette question de rapport culturel, de rapport de partage culturel, d'entraide culturelle, et j'ai envie de dire d'une certaine manière un peu ce rapport de il y a une culture commune dans certaines régions de par les influences, le commerce, etc. On passe à chacun essaye de se revendiquer la paternité d'un aspect culturel, que ce soit culinaire, artistique, au niveau même des habits, etc. Et c'est ça tout le problème, c'est que cette espèce de chauvinisme-là n'est pas du tout euh, traité de manière, on va dire, objective, historiquement parlant, en mettant en avant peut-être la naissance dans un pays particulier, mais ensuite l'influence et les échanges et les échanges de type mondialisant qu'on peut trouver dans la civilisation musulmane. Parce que, qu'on le veuille ou non, la civilisation musulmane est est une des plus anciennes formes de civilisation qui a participé à une mondialisation du savoir et de l'échange. Tous ces aspects-là n'a que pour but euh, j'ai envie de dire de déstabiliser la communauté et de laisser sempiternellement
la communauté musulmane sous une forme d'attachement, j'ai envie de dire paternaliste postcolonial. Parce que comme on l'a vu à plusieurs reprises, l'orientalisme, les sciences de l'orientalisme a été la porte ouverte à la compréhension des populations qui étaient nouvellement colonisées. Dans le but justement, comme on vient encore de le voir ici, de les séparer de leur identité première, donc l'identité musulmane lorsqu'on parle des pays musulmans, et de pouvoir leur vendre le mythe de la civilisation occidentale et faire en sorte de leur faire comprendre que sans la civilisation occidentale, ces pays-là ne seraient rien. Et c'est encore un peu le discours qu'on a aujourd'hui avec, par exemple, euh, la France qui a construit toutes les routes et les hôpitaux en Algérie. Avant, à croire qu'avant, l'Algérie, c'était un immense désert avec trois oasis qui se courent après. Alors que si vous prenez des sources du 15e, 16e siècle qui parlaient justement des villes barbaresques et des régions, et après des régions barbaresques d'Afrique du Nord, c'était des sociétés très structurées, propres, avec une réelle architecture, un réel développement commercial, etc. etc. Et tout le problème est là. Vraiment, sincèrement, tout le problème est là où l'inversion des valeurs fait que, dans la tête de beaucoup aujourd'hui, euh, dans la tête de beaucoup de musulmans aujourd'hui, la civilisation, et je l'entends, je l'entends assez régulièrement, même des fois dans des questions, sans le vouloir, on a ce... Exactement. Ouais, non, non, mais exactement, Shahid. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour te dire que même, tu vas 16e, 17e, 18e siècle, là on est à la fin du 19e, mais tu vas dans des sources, même avant l'invasion coloniale française en Algérie, beaucoup décrivent justement l'Algérie comme des pôles civilisationnels importants, des villes commerciales florissantes. C'était pas, tu sais, les espèces pour te dire, tu sais, on parle des pirates barbaresques. Euh, Tu prends la comparaison entre les soi-disant cités barbaresques, que ce soit Oran, Alger, Tunis, Tripoli, pour ne citer qu'elles. euh, tu prends ces villes-là, tu regardes les sources les plus anciennes de ces cités-là, on va dire dans les débuts et à l'âge d'or de la piraterie barbaresque, si on prend la terminologie occidentale, et tu les mets en comparaison avec l'île de Tortuga, c'est la fameuse île des pirates des Caraïbes, tu vois. Tu te rends compte que ça n'a rien à voir. Pourtant, les pirates des Caraïbes, c'était souvent des Occidentaux. Les gens qui venaient de France, d'Angleterre, etc., etc. Et par contre, tu regardes leur ville, ils parlaient de l'insalubrité, de la violence, c'était sale, des prostituées à tous les coins de rue. Enfin, voilà, c'était pas forcément très reluisant. Par contre, tu mets en parallèle, en opposition, tu mets en opposition comment étaient décrites, soi-disant, les villes des pirates barbaresques. On te parle de hammam, on te parle de bains publics, etc., etc. Et vraiment, tout ça montre en fait justement que mensonge historique, réappropriation historique et retransmission de ces deux choses au préalable. Pour que justement les gens, exactement,
Tu vois, tout ça pour te parler, tout ça pour que les gens en fait commencent à avoir dans leur tête l'impression que le monde musulman était en retard vis-à-vis de l'Occident et que d'une certaine manière, si, et que d'une certaine manière, euh, on doit se rabaisser en tant que musulman par rapport à la civilisation occidentale. C'est pas vrai. Quand on te sort que les musulmans n'ont pas eu d'âge d'or scientifique, c'est faux. Parce que quand tu regardes la méthode scientifique qui était employée par les musulmans, même s'ils récupéraient les travaux scientifiques et philosophiques des Grecs, des Indiens, etc., parce qu'ils te parlent que des Grecs et des Romains, mais il y a aussi tout un patrimoine qui vient du sous-continent indien. Mais vu que le sous-continent indien rentre dans la catégorie des populations qui sont victimes aussi de l'orientalisme, donc du coup ils ne le mettent pas en avant. Mais il ne faut pas oublier que, certes, les musulmans se sont réappropriés, on parle de réappropriation, pas de spoliation. Ils se sont réappropriés les textes et les écrits scientifiques, par exemple, si on reste sur les Grecs et les Romains, oui, mais dans le but de justement voir si leur théorie philosophique et leur théorie scientifique étaient vraies et applicables. Si tu enlèves ce principe-là, euh, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais Shahid, en fait, regarde, ce qu'il faut que tu te dises, vraiment, et ça c'est un truc qu'il faut se dire, toute la mentalité que nous, on a aujourd'hui, quand je dis nous, c'est nous les musulmans, mais je généralise bien sûr qu'il y a des exceptions. Un peu toute cette mentalité, j'ai envie, tu sais, comme certains aiment dire, le syndrome post-colonial, d'être tout le temps dans la comparaison et la justification vis-à-vis de l'ancien colon. Mais en fait, ça, c'est un problème qui est venu justement avec la mentalité, de toujours être dépendant d'une forme de paternalisme. Même dans l'opposition à l'ancien colon, même dans l'opposition à l'ancien colon, on reste dépendant de lui. On ne s'émancipe pas. Pourquoi? Parce que les orientalistes qui ont introduit, qui ont préparé la colonisation des pays musulmans, ils se sont réappropriés les sources musulmanes, les ont analysées et ont donné la conclusion et ont imposé la conclusion dans le monde musulman. Et quand tu regardes, dans beaucoup d'académies du monde musulman, lorsqu'on traite de l'histoire, oui, on va te prendre des sources pures en arabe, du Ibn Khaldoun, du Ibn Battuta, du Pierre Reis, etc. Mais les trois quarts du temps, en fait, c'est des documents traduits et analysés, enfin, qui ont été dans un premier temps traduits et analysés de l'arabe au français, et ensuite, derrière ces analyses, ces trucs, ont été retraduits du français à l'arabe. Aujourd'hui, tu vois quasiment presque plus de sources qui sont traitées par les orientalistes qui sont traitées par les savants et les historiens musulmans, en fait. Aujourd'hui, dans le monde musulman, on s'inspire du travail des, euh, des historiens non musulmans pour analyser l'histoire musulmane. Je dis pas que c'est un mal en soi, mais ça démontre un problème. Ça démontre un problème. Mais moi, j'utilise des sources venant de non-musulmans. Mais je garde un recul et un esprit critique dans le sens où je sais que cette personne-là n'a pas de construction théologique et dogmatique pour arriver à comprendre certaines choses qui sont faites, certaines choses qui sont faites en fait de manière en fait logique chez nous, d'un point de vue théologique, dogmatique, jurisprudentiel, etc. Pour nous, certaines choses sont logiques, pour eux, pas forcément. Donc pourquoi on en est là selon toi? Excuse-moi. On s'est fait spolier notre savoir. On s'est fait spolier notre histoire.
nos bibliothèques, nos écrits et nos manuscrits. Quand tu as eu la conquista, soit tu avais des autodafés complets des livres arabo-musulmans, soit tu as eu une récupération de certains écrits, une traduction en latin et une récupération et une récupération par les catholiques du savoir arabo-musulman. Et c'est une récupération dans le sens où ils ont volé le savoir arabo-musulman et ils se le sont appropriés. Et on en est là parce que nous, on n'a pas su d'une certaine manière, et quand je dis on, c'est un on généraliste, hein, c'est pas la faute ni à toi, ni à Djibril, ni à moi, hein, mais on se comprend, on n'a pas su préserver justement cet héritage-là. Et le fait qu'on n'ait pas réussi à préserver cet héritage-là, qu'on n'ait pas réussi à redévelopper un héritage culturel et scientifique, on a pris du retard. Quand je dis on a pris du retard, c'est on a voulu rester sur nos acquis. On n'a pas voulu être on n'a pas voulu être en perpétuelle évolution et en perpétuelle amélioration. Ce qui fait que aujourd'hui, on est dans cette problématique-là du soi-disant retard. La problématique commence de là. Et bien sûr, l'influence de l'Occident sur les mentalités, j'ai envie de dire, les moins conservatrices au départ, dans le monde musulman, que ce soit en Turquie, en Égypte, peu importe, beaucoup de jeunes qui ne voyaient peut-être pas forcément le mal du développement technique, intellectuel, politique qui venait de l'Occident, n'ont pas forcément vu la douille arriver, si on parle un petit peu trivialement, se sont inspirés en plein euh, de ce qui se faisait en Occident et l'ont imposé dans le monde musulman. C'est comme ça que tu as les jeunes Turcs qui sont arrivés. Et que derrière, on a eu 80 ans de kémalisme avec une athéisation forcée de la population. Et c'est ça tout le problème. On n'a pas su préserver notre héritage scientifique. C'est pour ça que le lundi, c'est pour ça que le lundi le matin, je fais justement tout ce qui est cours lié à l'héritage scientifique, culturel, philosophique de ce qu'on réussit potentiellement à garder. Et le soir, ensuite, je viens pour démontrer que l'orientalisme, justement, a imposé sa vision des choses sur le monde musulman. On continue. Donc maintenant, les visées, c'est-à-dire les objectifs scientifiques sincères, ne visant que la recherche et l'étude approfondie. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout comme il y a des orientalistes qui sont malhonnêtes, qui, qui sont malhonnêtes, qui ont des biais accusatoires, qui mentent, qui falsifient, qui tronquent la vérité, il y a aussi des gens qui, alhamdoulilah, eux, ils sont orientalistes par réelle passion. Pour être sincère, je l'ai remarqué depuis très longtemps, il y a un grand manque dans le cursus d'apprentissage religieux sur le côté historique. Nous avons beaucoup moins de musulmans qui seraient devenus wahhabis ou shiites, etc. Effectivement, c'est en grande partie... et effectivement, Shahid, ton commentaire, il est très pertinent. En grande partie, parce que moi, je maîtrise quand même moins certaines questions comme la croyance, la jurisprudence, etc. Mais par contre, j'ai toujours été très bon en histoire et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu entre guillemets une autorisation d'enseigner sur la Sierra et l'histoire islamique. Et c'est en ce sens où pour moi il était important de justement faire entre guillemets un institut où on met en avant l'histoire et le patrimoine musulman. Et en plus, c'est 100% gratuit. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous vous plaignez? C'est gratuit. C'est moi, je travaille plus que vous. Enfin bref, plus sérieusement. Et, et tout ça, en fait, justement, c'est important. Effectivement, comme tu dis, Shahid. Tu veux te, tu veux te construire de la meilleure des manières en tant que musulman, si tu dois non seulement
apprendre correctement ta religion avec un cursus traditionnel, mais aussi travailler et méditer sur ton identité en tant que musulman. Parce que l'islam, d'un point de vue non seulement théologique, mais aussi philosophique, etc., en fait, c'est traite la question de l'identité non pas comme une seule identité, mais comme un cumul d'identités. Et c'est ça justement que les orientalistes, par exemple, ce truc-là, ils l'ont très bien compris. Mais ils le réinterprètent à leur sauce en parlant d'arabisation. Et c'est ça qui est resté dans le... On va dire dans l'intellectuel collectif, j'ai oublié l'expression, la pensée collective, que, par exemple, quand un mec se convertit, on lui dit, ouais, mais on te demande d'être musulman, on te demande pas d'être maghrébin, d'être ouest-africain, d'être turc ou que sais-je. Sauf que, qu'on le veuille ou non, lorsque tu te convertis, tu te construis aussi identitairement parlant avec cette nouvelle part de l'identité qui est la tienne, qui est l'identité musulmane. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas une identité musulmane, il y en a plusieurs. Et en fonction de auprès de qui tu t'es converti, auprès de qui tu as appris ta religion, auprès de qui tu t'es rapproché, forcément tu auras une influence culturelle. Moi, je l'assume complètement. Je suis, entre guillemets, très influencé par la culture turque, turco-ottomane. Un petit peu andalouse aussi, pourquoi pas, mais principalement turco-ottomane. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, les Turcs m'ont aidé à mon encadrement et à ma construction en tant que musulman. Et du coup, forcément, j'ai cette influence-là turco-ottomane par les cours que j'ai pris, par l'enseignement que j'ai eu, etc., etc. Et l'encadrement aussi d'un point de vue social que j'ai. Tu vois? Et ça, c'est des choses qui, en fait, sont aujourd'hui complètement occultées parce que les gens sont venus avec une pensée complètement réformiste sur la question de comment est traitée l'identité en islam. Et en plus de cela, rajouter à ça les orientalistes qui appuient sur le fait que il y a eu des conflits entre différentes ethnies et que ouais, faut mettre ça sur le tapis parce que l'islam veut ça. L'étude de l'héritage arabe et islamique est une étude qui leur clarifie certaines vérités qui leur sont cachées. Et pour cette catégorie dont le nombre est minime, et en dépit de leur sincérité dans la recherche et l'étude, ils ne sont pas exempts d'erreurs et de déductions loin de la vérité, soit en raison de leur ignorance des styles de la langue arabe, soit en raison de leur ignorance des ambiances arabiques historiques, des ambiances islamiques historiques, sous leur véritable jour. Ils aiment alors imaginer, comme ils l'imaginent, leur société, oubliant les écarts naturels, psychologiques et chronologiques qui distinguent les ambiances historiques qu'ils étudient et les ambiances actuelles qu'ils vivent. Ce groupe est le plus sain des trois groupes dans ses buts et le moins dangereux, puisqu'ils s'empressent de revenir à la vérité lorsqu'elle leur apparaît. Et parmi eux, il en est qui vivent avec leur cœur et leur pensée dans l'environnement qu'ils étudient. Ils apportent alors des résultats qui coïncident avec la vérité, la loyauté et la réalité. Et, et ça, généralement, euh, d'une certaine manière, Laurence d'Arabie était cette catégorie de personnes-là. Puisque lui-même dira que qu'il regrette justement d'avoir écouté en fait les dirigeants anglais et les avoir soutenus dans leur volonté de faire soulever les Arabes contre les Ottomans. Parce qu'il a vu qu'il s'est fait prendre lui aussi pour un imbécile. Mais il rencontre des difficultés de la part de ceux au but précédent. Ouais, il a regretté, ouais. Il a vraiment regretté. Et, euh, et j'ai même envie de te dire, il était prêt à sortir justement les dossiers, certains dossiers compromettants. Et en fait, les services secrets britanniques à l'époque,
En fait, ils ont infiltré une autre personne à ses côtés, qui pensait être sa compagne. Eh ben non, c'était pas sa compagne. Enfin, si c'était sa compagne, mais elle avait un réel but derrière d'être sa compagne. Et, euh, et beaucoup pensent aujourd'hui, à la Warlem si c'est vrai, mais beaucoup pensent aujourd'hui que soi-disant, l'accident de moto qu'il a eu, bah, c'était pas réellement un accident de moto, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il était prêt justement à sortir les dossiers euh, il était prêt à sortir les dossiers de, de justement la trahison des Anglais vis-à-vis des Arabes, etc. Et, euh, et même, il avait des discours un peu dans son journal intime, ou si je me souviens bien, ouais, c'est dans son journal intime. En fait, il explique que des fois, bah, le matin, il se levait naturellement. Il se levait en fait naturellement au moment de la prière, alors qu'il était en fait même pas musulman. C'est lui, il avait un réel. En fait, Laurence d'Arabie, de base, c'était un chercheur, un historien. Quelqu'un qui aimait énormément la culture arabo-musulmane. C'était un vrai passionné. Et étant donné que c'était un vrai passionné, en plus de ça qu'il était arabophone, bah forcément, c'était l'idiot utile qui allait servir la couronne anglaise. Mais lui, il s'est beaucoup plus fait manipuler qu'autre chose lui aussi. De ceux au but précédent, donc les personnes qui avaient les buts un peu pervers de vouloir étudier la civilisation musulmane. Donc déformer la vérité, faire en sorte d'écarter les musulmans de leur histoire et de leur attachement à la civilisation musulmane, d'augmenter le nationalisme et les divisions, euh, de trafiquer la religion, de mettre en avant une forme de réformisme de la religion pour rabaisser sa potentielle valeur civilisationnelle, euh, etc., etc., etc. De faciliter la colonisation de ces pays-là, voilà. Puisqu'ils s'empressent de les accuser de dévier de la méthode scientifique ou de dévier derrière le sentiment ou le désir de complaire aux musulmans et de se rapprocher d'eux, comme ils l'ont fait avec Thomas Arnold lorsqu'il rendit justice aux musulmans dans son magnifique livre La prédication de l'islam, où il démontra la tolérance des musulmans envers leurs adversaires dans la religion, à toutes les époques, alors que l'inverse n'était pas vrai. Ce livre est considéré comme la plus exacte et la plus crédible des références dans l'histoire de la tolérance religieuse dans l'islam. Qu'invectivent les orientalistes intolérants et particulièrement les missionnaires du fait que son auteur se serait laissé entraîner par un sentiment fort d'amour et de sympathie à l'égard des musulmans, alors qu'il n'a pas mentionné un événement sans qu'il ne l'ait envoyé à sa source. Et parmi ces personnes, il y a celles dont la recherche de la vérité les a conduites à embrasser l'islam et à prendre sa défense au milieu de leurs peuples occidentaux. À l'instar de l'orientaliste français Dinet, l'artiste français Étienne Dinet, qui vécut en Algérie. Il fut alors séduit par l'islam et proclama son islam et on le prénomma Nasreddin Dinet. Il composa avec un savant algérien un livre sur la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il écrivit par ailleurs un ouvrage, Quelques rayons de lumière de l'islam, dans lequel il montra les préjugés de son peuple sur l'islam et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cet orientaliste musulman décéda en France et sa dépouille fut transportée en Algérie où il fut inhumé. Les moyens des orientalistes pour atteindre leurs objectifs. Donc, on va rattraper les 10 minutes qui restent
Du coup, les 10 minutes de trou et on va s'arrêter là après et chacun va vaquer à ses occupations, etc. Donc, les moyens des orientalistes pour atteindre leurs objectifs. Les orientalistes n'ont pas laissé de voie pour propager leurs recherches et la diffusion de leurs opinions sans qu'ils ne l'empruntent. Parmi ces moyens, on trouve, en premier point, les écrits de livres dans divers sujets sur l'islam, ses orientations, son messager, son Coran. Dans nombre de ces livres, il y a beaucoup d'altérations délibérées dans la transmission des textes et leur composition et dans la compréhension des réalités historiques et ce qui en est déduit. Deuxième point, la publication de revues spécifiques sur leurs recherches autour de l'islam, de ses contrées et de ses peuples. En troisième point, les missions évangélistes dans le monde musulman pour accomplir des œuvres humanitaires en apparence, comme les hôpitaux, les associations, les écoles, les abris ou les asiles, les orphelinats, les maisons d'hôtes, à l'instar des associations de la jeunesse chrétienne et d'autres endroits similaires. Les conférences données dans les universités et les associations scientifiques. Il est regrettable que les personnes les plus dangereuses et les plus hostiles à l'islam aient été invitées dans les universités arabes islamiques au Caire, à Damas, à Bagdad, Rabat, Karachi, Lahore, Aligarh et d'autres pour s'entretenir de l'islam. Cinquième point, des articles dans les journaux locaux chez eux, car ils ont pu acheter un certain nombre de journaux locaux dans nos pays. À ce propos, il est rapporté dans le livre Évangélisation et colonisation des deux docteurs Omar Farouk et Mustafa Al-Khalidi, livre qui fait partie des documents historiques les plus importants au sujet de l'activité des orientalistes et des missionnaires au service de la colonisation. Nanana. La colonisation. Donc, en gros, le livre, il dit ce qui suit vis-à-vis des missionnaires. Donc, les missionnaires déclarent avoir exploité la presse égyptienne, particulièrement pour exprimer les opinions chrétiennes, plus qu'ils ne pouvaient dans n'importe quel autre pays islamique. De nombreux articles parurent dans bon nombre de journaux égyptiens, vendus la plupart du temps ou gratuits dans de rares cas. Sixième point. La tenue de congrès pour consolider en vérité leurs plans pour des recherches générales en apparence et ils n'ont pas cessé de tenir ces congrès depuis 1783 jusqu'à ce jour. Et là, le docteur Mustafa Sibai, il écrit dans les années 1950, à peu près. Donc la rédaction de l'encyclopédie de l'islam. Ça, c'est le septième point, qu'ils ont publié en plusieurs langues et dont ils ont commencé une réédition. J'ai pris connaissance des premiers volumes de la deuxième édition grâce au secrétaire de l'encyclopédie lorsque j'ai visité Oxford en 1956. On commença par la traduction de la première édition en arabe et jusqu'à aujourd'hui, 13 tomes de cette encyclopédie sont parus. Et dans cette encyclopédie pour laquelle se sont mobilisés les grands orientalistes les plus hostiles à l'islam, le poison est enfui dans le bouchon d'un flacon et rempli de fausseté au sujet de l'islam et de ce qui s'y rapporte. Il est fort regrettable que ce soit une référence pour de nombreux intellectuels chez nous, c'est-à-dire les musulmans, puisqu'ils la considèrent comme une preuve de ce qu'elle avance, et cela fait partie des aspects de l'ignorance en matière de culture islamique et de complexe d'infériorité chez ces intellectuels. Cela représente une allocution brève concernant les orientalistes, leurs catégories, leurs buts, leurs moyens, et nous estimons pour l'intérêt des lecteurs de rajouter ce supplément en mentionnant les orientalistes contemporains les plus dangereux, leurs livres principaux, leurs revues les plus importantes que publient les orientalistes dans les grands États impérialistes. Donc maintenant, on va voir justement quelques exemples de... Donc là, maintenant, il va vraiment mettre en avant les orientalistes les plus problématiques.
et les sources les plus dangereuses. Et les sources les plus dangereuses. Uhum. On va garder ça pour la semaine prochaine. Je suis désolé, on va finir un petit peu plus tôt, mais je pense que ça, c'est très très important de garder une suite là-dessus. Du coup, on va se prendre 10-15 minutes de questions si vous voulez bien, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et sinon, on va s'arrêter, Inch'Allah. On a fait un petit peu plus court. On a fait un petit peu plus court que d'habitude. Mais quand j'ai vu un petit peu les chapitres d'après, pour moi, c'était important de vraiment garder une continuité une continuité parce que là, le docteur Mustafa Sibai, en fait, il met vraiment en avant les écrits, les auteurs vraiment problématiques au niveau de vraiment problématiques en fait et qui posent problème d'un point de vue et qui posent problème en fait vraiment d'un point de vue scientifique en fait, mais pas uniquement, aussi d'un point de vue politique et idéologique. Pour moi, c'est important de pas tout mélanger. Alors, Shahid, vu qu'il reste que toi, est-ce que tu aurais des questions? Ça existe aussi l'orientalisme chrétien. Bon, en fait, l'orientalisme chrétien, d'une certaine manière, oui. Parce que quand tu vas au Moyen Âge, quand tu vas au Moyen Âge, euh, les prêtres qui analysaient le Coran, la Sunna, d'accord, pour essayer de faire passer la religion musulmane comme la religion de l'Antéchrist, des choses comme ça, c'est une forme d'orientalisme chrétien en fait. En fait, la question de l'orientalisme, c'est toute personne qui veut analyser l'histoire, la langue, l'anthropologie, la culture et la religion des peuples de ce qu'on appelle les peuples d'Orient. Et vu que très souvent c'est les Occidentaux, donc forcément de tout temps, oui, d'une certaine manière, il y a une forme d'orientalisme chrétien dans le sens où les prêtres analysaient la religion dans le but de détourner les gens de la religion. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand certains prêtres, quand certains prêtres, certains pasteurs, certaines personnes d'un milieu chrétien essayent d'analyser les sources musulmanes, tu vois, dans le christianisme, au sein même de la religion chrétienne. Attends, juste, je finis ça. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'interreligieux et la critique de l'islam et qui se revendiquent chrétiens sont dans une forme d'orientalisme, sont dans une forme d'orientalisme chrétien. Mais je vois ce que tu veux dire maintenant. En fait, d'une certaine manière, oui, parce que tu as des spécificités au niveau de certains chrétiens, en fait. Les chrétiens d'Orient, ce qu'on appelle généralement les chrétiens d'Orient, les maronites, les coptes, etc., d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, font partie des peuples d'Orient. Mais tu as quand même, j'ai envie de dire, tu as quand même une forme de pudeur dans la critique et l'analyse de ces populations-là au nom d'un soi-disant soutien chrétien contre les autres. Les Byzantins, qu'on le veuille ou non, les Byzantins sont déjà en fait des Occidentaux. Donc les Byzantins orthodoxes, en fait, on ne les considère pas réellement comme des chrétiens d'Orient, en fait. Tu vois. Mais oui, t'as une certaine forme d'analyse un peu sur les chrétiens d'Orient, les Arméniens un peu plus, les Coptes, les Maronites, etc., etc. Mais ça reste, j'ai envie de dire, euh, ça reste un petit peu fébrile. Pourquoi? Euh, parce qu'en fait, t'as un peu cette, euh, cette vision un peu tu sais, du soutien des chrétiens contre les méchants, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que il y a d'autres questions?
Ouais, excusez-moi, en fait, l'appel, il m'a déstabilisé, en fait. Vraiment, c'est l'appel que j'ai eu tout à l'heure, il m'a déstabilisé. Du coup, ouais, ça m'a mis un peu une cassure. Donc voilà. Bah écoute, Shahid, on peut se retrouver mercredi. Sinon, bah écoute, tu peux regarder les rediffusions, Inch'Allah. Donc, bah, si c'est tout bon pour toi, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alors je vais juste éteindre l'enregistrement.